T'es dans les sports de combat où t'as envie de t'y mettre, t'as besoin d'un coach, d'une salle ou même d'infos tout simplement, j'ai l'application qu'il te faut. Ça s'appelle le Quartier Général et c'est pas juste une appli. Tu cherches un club de MMA, boxe anglaise, kickboxing, muay thai ou même savate. Clique, localise et boum, t'auras les adresses. Tu peux aussi lire les dernières actus et annonces du game, trouver les prochains événements fight près de chez toi, suivre des médias spécialisés, repérer des organisations, coachs, managers, clubs, salles et même des partenaires de sparring. Télécharge l'application Le Quartier Général et fais partie de la plus grosse communauté fight en France et bientôt dans le monde, car le Quartier Général va passer à l'échelle internationale. Prost. Mesdames et messieurs, nous revoilà un petit peu tard dans la semaine, mais bon, c'est le principal, on est là. Mika, comment est-ce que tu vas? Bah écoute, ça va, hein. J'étais en train de regarder si le polo il rendait bien à la vidéo. Ouais, je t'ai complimenté, ça fait un petit peu old school. Et ouais, Le logo là, en trèfle, je valide. merci, AB, merci. Je valide la petite coupe qui est assortie. Scoop old school, petite cool cap ici, tu connais pas la coupe Calvas? Non, mais c'est la coupe de Tintin, je t'ai dit. Tu vois le dessin animé là? C'est la coupe Calvas. Mika, on a beaucoup à dire. Ouais. On va revenir sur l'actualité. Ouais, beaucoup et pas beaucoup au final, hein. Enfin, beaucoup, puisqu'il y a des petites choses, mais il n'y a pas. Bah, il y a quand même eu déjà l'Hexagone avec une très belle carte ce week-end qu'on va débriefer. On va démarrer par ça et au fur et à mesure, vous allez être au courant de notre programme. De toute manière, vous voyez la miniature, vous voyez le titre. Donc, Miguel, on avait l'Hexagone ce week-end 44 à Bordeaux. Et on avait en main event Walid Tonja contre Romain Debienne. Et plus la continuité du tournoi des lightweights. Et on avait aussi le titre des 66 kilos de l'Hexagone. Donc, est-ce que tu as pu voir l'événement? On va revenir quand même sur les résultats parce qu'il y a eu pas mal de beaux combats. Et on va aussi faire le parallèle avec tout ce qui se passe sur la sphère MMA français, notamment avec le Ares, parce qu'il y a eu des signatures d'anciens combattants du Ares chez Hexagone, notamment Tourpal Younusov, Damien Lapulus, on en a parlé la semaine dernière. Et on voit qu'il y a quand même du mouvement chez Hexagone. On voit que ça commence à faire ce que Ares faisait à l'époque, et c'est ce qui paye les combats franco-français. Ouais, c'est bah, sur ça, en tout cas, les signatures, c'est bien. Tu vois un Tourpal qui signe à 70, un Damien. Quand tu vois des mecs émerger comme Ulrich ou des mecs bah, qui renaissent un peu de leur cendre comme David Gallon, bah, ça laisse suggérer des belles oppositions pour le futur. Maintenant, euh, je suis étonné dans le sens où Tourpal s'était signé au Ares. Et je te jure, c'est le fait qu'il y ait des doubles ou triples casquettes, j'ai du mal à comprendre, tu vois? Parce que s'il y a un contrat qui est proposé à l'Hexagone, je me dis que possiblement, on peut lui proposer la même chose au Ares. Donc je sais pas s'ils sont pas déjà en train de faire une préférence de ligue et en franchement, c'est trop bizarre, j'arrive pas à comprendre. Tu vois? J'arrive pas à comprendre ces transferts. Bah attends, je sais que Tourpal il a mis un post. J'allais donner mon avis, mais je vais vous dire ce qu'il a mis. Enfin, je sais pas si le. Après, moi, mon avis, c'est que Tourpal, ça fait peut-être depuis 2022 qu'il est à Arès. Même pour 2022, il a connu, on va dire, le Arès Prime jusqu'à son combat pour le titre contre Axel Sola, tu vois. Et après, il a été blessé quasiment 2 3 ans et son dernier combat, il l'a fait, bah, c'était il y a quelques mois. Il me semble que c'était le jour où Baki combat contre Jordan Zevo. Donc, tu vois, il y a eu un long moment d'absence dû à une blessure. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup. Ça joue beaucoup. Entre-temps, bah, on sait, il y a eu l'historique du Ares avec le rachat. Il y a eu pas mal de bruits de couloir et moi, je peux aussi le confirmer sur les primes revues à la baisse. Je pense qu'il a fait ce qu'il a fait. Je pense qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec le Ares. Il a eu un combat pour le titre, malheureusement, qu'il a perdu. Le temps a défilé et enfin, je pense pas qu'il y ait un conflit d'intérêt quelque part. Je pense que c'est aussi peut-être pour voir d'autres choses. Non, bah, là, c'est pas de conflit d'intérêt, hein. Ce que je dis, c'est plutôt le fait que, ils aient 2 casquettes. J'ai du mal à comprendre Et pourquoi ils de qui est-ce que tu parles quand tu parles de casquette? Slam, il possède les 2, tu vois? Enfin, c'est un fonds d'investissement plutôt qui est dans les 2. Mais donc du coup, c'est pas eux qui c'est 2 organes différentes et cetera.
J'ai du mal à comprendre comment un gars comme Younoussov, qui a fait toute sa carrière au Ares, en tout cas qui s'est fait grandement connaître au Ares, qui avait combattu au HFC, parce que tu sais, il demandait un combat pro avant de pouvoir combattre en France. Donc il avait fait un combat au HFC, mais sinon il a fait toute sa carrière au Ares. 5 combats, j'ai du mal à comprendre au vu du potentiel, au vu des circonstances de ses absences, etc. Pourquoi on le laisse filer à Hexagone? Voilà, je pense que déjà en premier lieu, c'est que son contrat, il a dû arriver à terme. Et en plus, là, je viens de voir sa publication. En gros, il explique que, il a dit: «Si je quitte le RS, aujourd'hui, ce n'est pas pour rien de personnel. Je pars en très bon terme avec l'organisation. Mon objectif est simplement de combattre plus souvent et Hexagone MMA m'a offert cette opportunité». Ouais, voilà, bah, on a un élément de réponse. Maintenant, bah, je lui souhaite, hein, de toute manière, c'est quelqu'un qui a un fort potentiel. Maintenant, on a bien vu que clairement, il n'était pas exprimé à plein pot. Donc, j'espère qu'avec Damien, ils refuseront pas de s'affronter, parce que sinon, on va encore tomber sur un roster rempli, mais qui s'affrontent jamais. C'est un peu le problème, quoi. Bah, après, de toute manière, que ce soit enfin, même si lui et Damien, ils ne s'affrontent pas, il y a de beaux combats à faire chez les lightweights. Oui, mais quand tu signes des rosters, c'est chiant déjà de te dire que les gars, ils vont pas s'affronter. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où je te dis, il faut de l'intelligence. Quand tu signes un roster, ça sert à rien de signer, par exemple 370 qui vont jamais s'affronter. Ouais, je te rejoins. Mmh. Ça a pas de sens. Maintenant, en tout cas, c'est une belle signature, c'est sûr. Ouais, c'est une belle signature. Mais écoute, à voir. Et oui, pour le cas Damien, qui a aussi signé un multi-fight, dans la catégorie des lightweights. Et bah, justement, Mika, on va revenir sur la carte qui s'est passée ce week-end. Le combat entre David Gallon et Wilson Varela. Justement, c'était pour se qualifier pour la finale, du tournoi à 100 000. Moi, pour être honnête avec toi, Mika, la décision, je sais pas si tu as pu voir le combat, Si, j'ai vu le common event et le main event. J'ai vu les tu 2. vois? Donc moi, la décision, elle m'a un petit peu surpris parce que je voyais vraiment Varela prendre les 2 premiers rounds. Et de ce que je comprends, c'est que le troisième round, c'est vrai que c'était un sens unique. Il y a Ouais. une grosse accélération de David Gallon, il revient très, très fort et il a été scoré 18. Mais très honnêtement, je voyais 2 rounds à 1, en tout cas à la fin du combat. Tu sûr qu'il a été scoré 18? Je crois pas, hein. Ah bah, il Il a été Je crois qu'il a été scoré 19. Il y a un juge qui donne le round 1 et 2 pour Varela et le troisième à David Gallon. Et il y a 2 juges qui donnent le round 1 et 2, le round 1 à Varela et le round 2 et 3 à David Gallon. Après le round 2, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, on a le sentiment que Varela en fait suffisamment pour gagner, mais en fait, le truc, c'est que c'est David Gallon qui finit fort. Et en fait, je pense que, tu sais, quand tu finis fort et que tu reviens bien dans un round et qu'en plus de ça, tu as perdu le premier round, tu as toujours le sentiment de te dire, bah, on lui met à son truc, ça fait 1-1 balle au centre. Et et maintenant, si tu regardes le round 2 de manière isolée et cetera, bah, il y a un gros débat, franchement. Et donc je suis pas surpris que ce soit une split, décision. Voilà, mais je trouve que David Gallon, il a quand même il est bien revenu dans le deuxième round, il crée du dommage. Maintenant, c'est vrai que quand tu regardes le deuxième round, tu peux te dire peut-être que Varela en a fait suffisamment. Mais le troisième round, en tout cas, c'est évident que c'est pour David Gallon. Et pour être honnête, il démérite pas. Il re il refait une belle victoire contre Poiron. Là, il fait une victoire inattendue contre Varela. Sincèrement, je pensais que Varela allait être, largement au-dessus, et c'était pas le cas. Donc je sais pas si c'est une contre-performance de Varela par contre, ou si c'est une grosse performance de David Gallon. ouais, j'aurais plutôt une performance de David Gallon parce que Varela, il a été présent, à part sur le troisième round, mais sinon sur Bah, les il a manqué de cardio. Maintenant, est-ce que c'était justement parce qu'il a mal géré ses efforts? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est ce que je te dis, moi je sais pas trop. Par contre, celui qui m'impressionne, on y viendra après, c'est Ulrich, hein. Franchement, lui, faut s'en je le voyais en finale depuis le début. Je le voyais pas passer, Varela. Bon, maintenant que Varela, s'est fait écarter par, David Gallon, je pense que ça va être un combat équilibré, mais je pense que Ulrich, a un léger avantage, dans l'ensemble. Plus frais, heu plus dur au mal, et qui sait sortir des situations dures, et j'ai l'impression qu'il est puissant, Ulrich. On n'a pas le sentiment comme ça, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment puissant et qu'il frappe fort, qu'il fait mal quand il frappe. ouais, il a une belle boxe en ligne en plus, bien posée, une belle allonge. Bah, du coup, lui, il gagne, contre Nicolas Bivol, par décision unanime et ça fait que, bah, on aura David Gallon
contre théorique pour la finale. D'ailleurs, les finales, je sais pas si t'as... Il y a pas les dates. Il n'y a pas les attentes, on est d'accord. Ouais, il y a pas les dates, mais vraisemblablement, ça sera à la rentrée, quoi. En tout cas, ce que Hexagone nous ont fait, c'est vraiment ce qui nous manquait ces derniers temps, c'était les rencontres franco-françaises. Et je trouvais que ça a dynamisé le truc, en fait, le fait de faire des tournois. Ouais, clairement, franchement, le tournoi, il y a un enjeu financier. Heu, Même quand les oppositions, c'était Ulrich, David Gallon qui se font dans la bonne humeur et dans le respect, bah, ça ramène de la hype. David Gallon, Varela, moi, j'étais devant ma télé, c'est un combat que je voulais voir. Donc voilà, ce qui est bien déjà, c'est qu'ils ont montré qu'il y avait pas besoin de trash talking et c'est ça qui est bien avec David Gallon. C'est quand même un mec franchement, qui a un super état d'esprit. Ulrich, on voit bien qu'il brille pas par, l'extérieur de la cage. Lui, le meilleur domaine dans lequel il peut s'exprimer, c'est vraiment dans la cage. Il le fait très bien et les 2 ils me montrent une belle image du sport et franchement, c'est un combat que j'ai envie de voir et c'est un combat qui va me mettre devant ma télé. C'est ça, il y a même pas Sommeil, Nico, on avait le titre featherweight de la catégorie. Et d'ailleurs, je précise, parce que tout à l'heure, je parlais des lightweight, mais non, Damien, il a bien signé en featherweight. Donc, je crois qu'il a signé en featherweight. Parce que... Ah mais pourquoi il lui parle aussi de combattre en featherweight après, hein? Ah bon? Mais c'est en Bah, lightweight ouais, qu'il ouais. doit combattre, puis non? Bah, ils vont combattre en 70 je pense au début, mais après je crois qu'il reparlait de 66, hein. Ok. Mais écoute, on vous reconfirmera ça. Dans le cas, voilà, il y avait le titre des 70 kilos qui a été mis en jeu entre Mika Kobakidze et Mohamed Abdoulayev. Donc, c'est Mika qui sort vainqueur par soumission. C'était quand même, on va dire, sur le papier, en tout cas, de comment moi, ce que je les connais, un signe d'opposition entre Mohamed Abdoulayev qui est plus typé lutteur et Mika très dur au mal qui frappe fort. Et c'est finalement lui qui s'impose par soumission. Donc, un nouveau champion chez les featherweight pour l'Hexagone. Exactement. Après, Nika Kobaidikidze, Content de pas de dire juste le prénom, je pense. ouais, Nika, j'avais vraiment des réserves quant à la performance qu'il avait fait contre, Brandon Bracher. Mohamed Abdoulayev, il m'avait impressionné par sa lutte, voilà. J'avais remarqué qu'il avait quand même, en fait, ce qui fait qu'il brille en lutte, notamment contre, Arnaud Préjean, on l'avait vu, Ouais. c'était aussi cette capacité à renouveler ses efforts en lutte. Mais ça traduisait quelque chose, donc c'est toujours facile de faire cette analyse après combat, mais ça traduisait quelque chose, ça traduisait que si il arrive à amener dans un combat, il amène 18 fois une personne au sol, ça veut aussi dire qu'il arrive pas à le conserver au sol. Je suis d'accord avec toi, ouais. Et du coup, en fait, tu vois, Nika, là où il a été bon, c'est que, bah, lui, il sait conserver, il sait faire du MMA, il sait mettre la pression et je pense que ce qui manquait à Abdoulayev, c'est vraiment ce travail aux pressions, ce travail de grappling, et d'ailleurs, il a même eu des grosses lacunes qu'une fois qu'il était collé sur le dos, quoi. Donc un peu dommage, mais félicitations à Nika qui revient un peu dans la course et d'ailleurs qui est champion de l'Hexagone, donc félicitations à lui. C'est ça, Mika. Et enfin, le main event entre Walid Tandia et Roman Ebien. Roman Ebien que toi, tu avais affronté. C'est quoi, c'était il y a un an au KSW maintenant. Qui combattait Walid Tandia? Donc, on l'avait dit précédemment, c'était une grosse différence d'expérience. Presque 20 combats du côté de Roman Ebien, 4 combats professionnels pour Walid Tandia, même s'il a une grosse carrière amateur qui comptabilise quasiment ouais, une trentaine de combats. Est-ce que tu as été surpris du résultat ou de la manière? Non, j'ai même été agréablement surprise heu, par l'attitude et plutôt la stratégie adoptée par Debienne. Je m'attendais à un Debienne un peu plus foufou, qui allait rentrer, qui allait plus avoir de cardio et cetera. Là, on n'a pas vu on a vu plutôt une bonne gestion, hein, du cardio chez Debienne. C'est rare de voir un Debienne, au 3e round, qui se déplace encore et cetera, même si on voyait qu'il accusait un petit peu le coup au fur et à mesure. J'ai trouvé qu'il s'est montré dangereux longtemps dans le combat Debienne et Wally, il a été patient. Il a vraiment été patient. Maintenant, c'était pas un combat déséquilibré en réalité, hein. C'était un combat équilibré, un combattant d'expérience comme De Bienne face à Oli Tandia qui monte. Peut-être qu'effectivement Tandia est beaucoup plus frais. Il a montré de l'intelligence Tandia, par sa patience justement, sa capacité à ne pas aller au combat, de l'emballer et cetera. De Bienne, il a fait un petit combat à l'expérience où il a mis des coups puissants, il a pris des coups puissants. Et par contre, Wally, il a réussi à un moment donné à collecter, à toucher et c'est ce qui fait sa force. On voit bien que Wally quand même, à un moment donné, c'est quand tu gagnes de cette manière, de manière répétée, on peut plus considérer que c'est de la chance. Il y a vraiment du talent derrière et donc bah, j'attends de voir la suite maintenant pour Wally Tandial à 77.
C'est accaté un peu vite depuis le départ de Chaumont. Je vois pas trop qui on peut lui mettre maintenant à 77. Mais en tout cas, Romain Debienne est un gros test en carrière et j'ai trouvé que Romain Debienne, même si on connaissait la thune physique, il a plutôt bien géré ses efforts dans le combat. Bah, en parlant du futur de Wally, là, ce qui est intéressant, c'est que vu que Slam détient Hexagone et le RS, est-ce qu'on aura peut-être plus de facilité à avoir des match-up entre les champions des deux organisations, surtout qu'il y a un passif entre Wally, Baki et Jordan. Enfin, en tout cas, on a plus vu Wally s'exprimer sur Jordan. Jordan a son habitude qui reste silencieux. Et oui, ça pourrait être peut-être intéressant d'avoir des chocs entre Wally, pourquoi pas Baki, tu vois. Je pense que en tout cas, on est plus proche, c'est plus réalisable maintenant, tu vois, alors qu'il y a quelques mois, bah, chacun était dans son organisation. Voilà, c'était compliqué, je pense, de faire venir l'un ou l'autre dans une orga. Mais là, vu qu'il y a bah, les mêmes détenteurs, je pense que c'est faisable. En tout cas, c'est un combat que le peuple veut voir, hein. Et clairement, hein, si tu me mets Zebo face à Tandia, c'est un combat que j'ai envie de voir. Si tu me mets, Zebo face à Baki, c'est un combat que j'ai envie de revoir et si tu mets Baki face à Tandia, c'est un combat que j'ai envie de voir. Donc, on a les 3,77. Pour moi, Zebo, est un peu au-dessus en termes de performance. C'est quand même celui il a refusé personne, Zebo, c'est simple. Même si à chaque fois j'ai à redire sur la manière dont il gagne et cetera, je trouve que c'est toujours un peu sur la corde et beaucoup d'interprétations. Maintenant, soit il maîtrise très bien les règles du MMA et il a un niveau de calme en combat et un niveau de lucidité qui lui permet de scorer au point près ses rounds. Mais en tout cas, force est de constater qu'il refuse personne et qu'il est devant aujourd'hui en termes de performance. Maintenant, quand je vois l'avenir qui se dessine pour Zebo, j'ai l'impression qu'il veut plus prendre beaucoup de risques. Je pense qu'il est aux portes de l'UFC, il le sait. Je pense qu'il vise une signature à l'UFC en septembre pour, Paris et d'ailleurs, on voit bien à l'annonce du combat qui a été fait. Pour moi, c'est incompréhensible que le RS mette une ceinture intérimaire, ce week-end, en début juin et qu'au mois de juillet, il fasse recombattre Zebo pour une, défense de titre contre un gars qui sort de nulle part. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Al mais ouais. Alors que Zebo, tout le monde le voulait. C'est-à-dire que ça soit, Dassev. les deux le voulaient et c'est lui qui a refusé. C'est moi, j'ai confirmation que c'est Zebo qui a refusé ce match. Donc Après, Mika, à un moment donné, c'est aussi la faute du RS. Comment est-ce que tu peux mettre un intérimaire ce samedi 6 juin et dans la foulée, tu annonces, bah ouais, même pas un mois après, le 3 juillet, défense de titre contre un mec qui est même pas ranké dans le RS. c'est ça que je te dis. En gros, ce qui se passe, c'est que le RS ont proposé, les combats que je te dis, hem, à Zebo. Zebo a refusé les 2 combattants qui vont s'affronter demain, qui vont s'affronter pardon, samedi et donc du coup, le RS lui ont dit: «Bon, bah, d'accord, on va mettre une ceinture, intérimaire du coup entre, Dassuyev et Mohamed Souma». Mais derrière, il le sanctionne qu'à moitié puisque derrière, il lui donne André Fialho, un Portugais qui est un peu sur le déclin, hein, désormais. Sur ses, 6 derniers combats, c'est 5 défaites. Alors oui, c'est des défaites contre des gars de l'UFC, hein. C'est contre, Buckley, Salikov, Jack Matthews, Tim Means et c'est pas n'importe qui, hein. C'est Bien sûr. c'est des gros combattants. Bah, son bilan, Mika, c'est 7 combats l'UFC pour 2 victoires, 5 combats au Bellator pour 4 victoires, 0 victoire au PFL, mais un match nul et une défaite. Une, une défaite au LFA et il est champion du ICFC, c'est une organisation en Finlande. Donc voilà. Oh ouais, mais voilà, c'est un gars en tout cas, c'est intelligent du point de vue de la construction de carrière pour Zebo, parce que ça lui permet d'accrocher un nom, qui est passé par l'UFC. Maintenant, du point de vue de l'histoire de ce que raconte le RS, bah, ça a aucune logique. Maintenant, du point de vue, construction de carrière pour Zebo, je pense que c'est peut-être le mieux à faire s'il voulait vraiment signer à l'UFC en septembre et pas prendre de risques. Parce que franchement, Dassuyev, je trouve que c'est un véritable bourbier. Je dis pas qu'il aurait perdu, loin de là, mais c'est un bourbier quand même. Bah, faut se rappeler aussi qu'il avait battu Jordan en amateur. Aussi, non, mais c'est un bourbier, hein, Dassuyev. Là, c'est un bourbier, mais enfin, moi, c'est vraiment en fait la lecture, en fait, la trajectoire des décisions du RS. Vraiment, c'est incompréhensible, surtout que
Quand tu regardes le Roadster, parce qu'en plus, ils le font maintenant, le Roadster Ares. Je vais essayer de l'avoir dans mes yeux, mais quand tu regardes le Roadster, tu as un classement en fait. Tu as Jordan qui est champion. Je crois qu'il y a même celui qui est un welterweight, Junior Hernandez, qui est, il me semble, classé. Exactement. Bah, c'est lui que t'en parles parce que lui, on n'en parle pas. Pourquoi? C'est la vérité, hein. C'est comme on est un peu pro France, euh, on en parle moins. Mais par exemple, je sais que, comment dirais-je, JB Shelby, qui le manage, il est écœuré. En tant que manager, il est écœuré que Junior Hernandez, il n'ait pas cette chance-là, hein. C'est un gars qui a 6-1. Il est venu au ARS, il a fait 2 victoires. Il a 3 combats, il a fait 2 victoires, match nul. Je crois qu'il est numéro 3 ou 4 du ranking ARES et on lui donne pas sa chance et on va chercher un autre gars. Après, je dis pas que, attention, hein, je dis pas que Junior Hernandez est meilleur que l'autre et je dis pas que. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des combattants qui sont prêts à combattre dans ton roster et tu les prends pas. Et donc, on voit bien que là, en fait, ce que le ARES fait à Zebo, c'est un cadeau, entre guillemets, hein, quand je dis un cadeau, c'est un cadeau pour lui dire, bah, on va te donner un blaze. Comme ça, grâce à ce blaze-là, tu vas construire légitimement une carrière pour pouvoir aspirer à aller à l'UFC. Je pense que c'est dans cette logique qu'il le. Après, d'un côté aussi, pour une organisation, c'est toujours bien d'avoir des combattants qui vont signer à l'UFC. Ça donne Non, bien sûr, Mika, mais dans ce cas-là, ne faites pas un ranking, en fait. juste pour. Vous faites un ranking, vous le mettez sur, voilà, sur Instagram avec toutes les collaborations des combattants qui apparaissent. Donc c'est là, en fait, où je ne comprends vraiment pas. Et dans ce cas, enfin, je sais pas, vraiment, je sais pas. Dans ce cas, du moins, enfin, ok, il a une défense de titre, Jordan, contre le Brésilien, mais dans ce cas, faites juste un combat éliminatoire entre Dassiev et Mohamed Souma, et pas forcément un combat pour le titre. Je suis d'accord de pas mettre la. Je suis d'accord. Mais je pense qu'ils anticipent déjà le départ de Zebo. Mais même pour eux, c'est incompréhensible. Dans ce cas-là, en fait, il fallait directement mettre un des deux. Enfin, après, tu me dis qu'il a refusé Jordan. Il a refusé, clairement. Et d'ailleurs, j'en profite juste pour la carte du ARS samedi. Suivez Mélissa Nebache. C'est une fille qui a 3-0, très très forte. Elle est algérienne, elle va combattre pour la première fois en France. D'où est-ce qu'elle sort? Ah, ok. Elle s'appelle Mélissa Nebache, donc vous pouvez la suivre. Et un deuxième combat à suivre sur cette carte, c'est vraiment pour moi, c'est bon, hormis le main event, hein, Souma contre Albida Souyev, ça va être Oumar Kadjev contre Walid Masmoudi. Ça va être un gros combat, la ceinture des 70 kilos. Voilà. C'est ce Enfin, le ouais, qui est entre les deux. En fait, moi, j'aime beaucoup Masmoudi. Vraiment, c'est un combattant que je respecte, que je trouve fort, que je trouve dur au mal. Je trouve énormément de qualité. Je pense que c'est un peu tôt. Entre les 2 combats qu'il a fait déjà pour préparer un 5 rounds, c'est compliqué. Il a combattu à peine au mois de le 10 avril. Là, on est début juin, donc ça laisse peu de temps quand tu sors d'un entraînement dur, pour revenir préparer une ceinture et surtout Oumar Kadjev, c'est fort. Oumar Kadjev, il sait tout faire, il sait lutter, il sait boxer, il frappe fort. Il a déjà combattu sur des formats, 5 rounds, il me semble. C'est quelqu'un qui a déjà fait, des décisions partagées, des décisions, difficiles. C'est quelqu'un qui a eu le temps de préparer ce combat parce que son dernier combat remonte, au 4 juillet 2025. Peut-être le petit bémol pour la seule ombre au tableau pour Guiri ou Marcadier, c'est peut-être selon moi, le seul point où, il y a une carte à jouer, une vraie carte à jouer pour Masmoudi, c'est sur le cardio. Maintenant, pour moi, Oumar Kadjaf, il est devant. Mais c'est lié peut-être, au manque d'expérience encore de Masmoudi qui est encore, selon moi, très jeune et c'est peut-être un peu tôt, pour moi la ceinture. Mais quoi qu'il arrive, je lui prédis un bel avenir. Bah, c'est vrai qu'il a fait ses débuts au Ares en juillet 2025, donc un an après la ceinture. Et comme tu l'as dit, il a quand même enchaîné, hein. Il a fait Ares en juillet, en décembre et en avril. Donc moi, c'est vraiment en fait ce que je me suis dit. J'ai pensé que c'était un petit peu trop tôt pour lui. Après, écoute, on verra ça ce samedi. Mais moi, après, Gaziev, pour l'avoir côtoyé, et Guiri, c'est vrai que il est complet, il est fort, une bonne lutte en chaîne. Une très, très bonne lutte en chaîne et j'ai l'impression qu'il a plus d'expérience. Ouais, Honnêtement. Après, lui, sur le papier, il a plus d'expérience sur le combat, ouais, exactement. mais voilà. Pour le cas, c'est un combat qui promet. Ouais, c'est un combat qui promet et il faut pas oublier, hein, Guiri,
il sort pas de nulle part avant le RS, hein. C'est Ah, c'est en tout à cas, la CB, ouais. pour ceux qui connaissent l'ACA, ouais, ACV, c'est l'une des organisations pour moi la plus dure au monde et la plus sous-cotée. Et il a combattu là-bas, il a fait 3 victoires. Enfin, c'est pas rien. Et c'est très solide selon moi. Mais voilà, après, à la place de Masmoudi, lui, en tout cas, c'est un combattant, donc c'est normal qu'il relève le défi et l'opportunité. Mais d'un point de vue, managérial, je pense que c'est peut-être un peu tôt. Et c'est un gars de la Hatch Academy. Bah, c'est juste une étape pour, ouais, pour parler de C'est rare que je critique les choix managérial de Hatch, mais là, ça me paraît être un peu tôt, c'est dommage. bah, Mika juste, c'était il y a quelques mois, mais le combat entre, Fabakary Diatta et Gassen. Fabakary revenait de 3 ans d'absence. Moi, quand j'ai vu pour être honnête, j'ai vu le match-up, j'ai dit: «C'est une absurdité. Comment est-ce que tu peux mettre, un mec pour un 5x5 pour une ceinture alors qu'il a 3 ans d'absence?» Alors que Gaston, c'était, bah, c'est cette nouvelle génération-là qui était actif, qui performait et à notre grande surprise, il gagne, Fabakary. C'était quoi ta réaction en voyant ça? Parce que pour moi, c'était vraiment abusé. Bon, non, enfin, Fabakary, quand même, attention. Non, Mika, attends, Mika, Non, je ne peux rien enlever à sa carrière. après 3 ans d'absence, Voilà, juste ça. je le voyais pas favori. Je vais pas te mentir, je le voyais pas favori face à Gassen. Maintenant jamais de ma vie, j'aurais mis ma maison sur Gassen. Je connais Fabakary et je l'ai déjà vu faire des combats de chien de la casse, notamment contre, Dominic Winding. Mika, c'était il y a 3 ans. Le MMA, il a changé. Mais bien sûr, mais en fait, les qualités de comment dirais-je? De Fabakary, ça a toujours été d'être un chien de la casse. Et en fait, c'est en ça que je te dis que tu combattu il y a 4 ou 5 ans ou que tu combattes maintenant, quand tu es un chien de la casse, tu restes un chien de la casse. C'est-à-dire que tu seras toujours un profil difficile pour les techniciens. Parce que lui, c'est pas un technicien, c'est pas un mec qui va te faire des belles choses dans le combat, c'est un chien de la casse et c'est sa plus grande force et ces mecs-là, c'est comme un Benoît Saint-Denis, tout ça entre guillemets, c'est des mecs qui peuvent te mettre dans le mal, même après 5 ans, même on a évolué dans 8 ans, c'est des mecs qui savent te mettre dans le mal. Donc c'est un profil qui est chiant, Fabakary Diatta à combattre et vraiment lui, il faut le tuer si tu veux le gagner. En tout cas, c'était fort. Mika, on a fini sur, la partie, Hexagone Ares. J'aimerais qu'on revienne je sais qu'on va dire que je cherche beaucoup sur le PFL, mais moi, j'ai vu un truc qui m'a un peu tilté. Mais avant de vous parler de ça, de Cédric Doumbé du PFL, de Patrick Abirora, j'aimerais vous parler de notre partenariat, là, tous les l'air de boxer. La semaine dernière, je vous parlais du statut des combattants qui peuvent chercher du sparring partenaire, qui peuvent actualiser leur statut, est-ce qu'ils sont en préparation de combat, est-ce qu'ils sont en recherche de combat, est-ce qu'ils sont blessés ou autres. Là, on voit que l'écosystème, il évolue. On voit qu'il y a beaucoup d'événements amateurs, même pro, qui émergent un peu partout. On voit des événements qui ne sont pas diffusés, qui n'ont pas de communication, qui sont en recherche de combattants. Mais sachez que, messieurs, c'est ouvert à tout le monde. Messieurs, dames, c'est ouvert à tout le monde. Si vous êtes organisateur, vous pouvez postuler, vous pouvez heu, mettre en avant votre gala sur l'application et surtout faire des demandes. Proposer des combattants ou même faire des recherches de combattants. Les managers qui ont de la demande, qui sont en recherche de combattants peuvent aussi faire leur statut, créer leur profil et publier là-dessus. Donc vraiment, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas. Créez votre statut, que vous soyez combattant, que vous soyez organisateur, que vous soyez arbitre, commentateur, que vous soyez même commentateur et que vous voulez commenter des événements. C'est sur l'atelier Art de boxer, le lien en description, la vidéo qui va suivre. Donc voilà, n'hésitez pas Mika. Si Mika, au cas où si tu veux faire une reconversion. Non, non, en plus, c'est bien fait, c'est bien dit et tu as fait une belle synthèse. Donc Et d'ailleurs, je tiens vraiment à préciser, OK? Je ne suis pas, à l'abri de signer au PFL, mais j'aime bien moi dire les choses. Tu sais, j'ai vu un post de la sueur où je voyais le retour de Cédric Doumbé Mika, dans le roster des welterweight. Sachant que ça fait, bah, son dernier combat, ça remonte à 2024. C'était en 2024 son dernier combat au Bellator, avant qu'il y ait la fusion PFL Bellator et cetera. Donc j'ai vu le post de la sueur et là j'ai été aussi vérifié sur le, ranking du PFL officiel. Donc quand je regarde le classement des welterweights, en numéro 1, on a Shamil Musaev. En 2,
on a Umalatov. En 3, on a Tchad Jean. En 4, on a Abdouragimov. En 5, on a Pat Kabirora. Et en 10, on a Cédric Doumbé qui fait son apparition. Je ne comprends pas comment une organisation qui se autoproclame, on va dire, deuxième meilleure organisation au monde. Faites une chose, s'il vous plaît, les auditeurs. Allez comparer le classement des welterweight de l'UFC et le classement des welterweight du PFL. En fait, vraiment, je ne comprends pas comment Doumbé peut faire son entrée. Après, je me suis dit, parce que sur les réseaux, en ce moment, ça parle beaucoup d'un potentiel affrontement entre Patrick Abirora et Doumbé. Parce qu'en fait, sur un live, c'est Tariq qui a dit qu'eux, ils étaient chauds pour ce combat si ça devait se faire. OK? Donc, je sais pas si le PFL, le clan Doumbé, Pat Kabura sont pour parler pour faire ce combat, mais je pense que son entrée dans le classement, bon, même si pour moi elle a aucun sens, pour moi elle est pas, voilà, c'est pas par hasard. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, ce que je pense en plus, c'est marrant parce que j'ai fait un post là-dessus, sur Instagram. Quand tu compares, déjà pour être factuel, entre le classement top 10 de l'UFC et le classement, le top 15 de l'UFC et le top 10, du PFL, je vois à ce stade peut-être que un ou 2 combattants pouvant être dans le top 15 de l'UFC. C'est-à-dire c'est Shamil Moussaev et et Malatov. et même pas, Tadjan, j'aurais dit. Vraiment, je le trouve pas mauvais, Tadjan. Voilà, c'est les 2 que je susceptibles de rentrer dans le top 15. Quand tu vois le niveau, deuxième chose que je vous invite à faire, c'est de mettre en face de chacun des gars du ranking, de l'UFC leur classement Fight Matrix et vous apercevez en fait que le top 10, grosso modo, tout le top 10 de l'UFC est quasiment dans le top 15, de Fight Matrix. Pour vous donner une idée, ça veut dire que 4 que grosso modo leur top 10, c'est quasiment le top 15 mondial. Quand vous faites la même chose, au PFL, à partir du numéro 2, vous êtes déjà chez les 40 mondial, 40 mondiaux. Quand vous descendez à partir d'Abdul, vous arrivez dans les 100. Quand vous descendez ensuite à Patrick, vous êtes déjà dans les quasiment 150 et cetera. Donc en fait, c'est là où on voit la grosse différence entre l'UFC pour se rendre compte, c'est que vous avez un classement, vous avez 10 combattants qui sont tous quasiment dans le top 15 mondial et de l'autre côté, vous avez un top 10 qui va de la 20e place, par exemple, à un mec qui est même pas classé, Cédric Doumbé. Et en fait, c'est là où on voit que l'adversité, la profondeur, quand on parle de profondeur et de niveau d'adversité dans une catégorie, il est beaucoup trop faible. Et c'est en ça que je posais la question ensuite, légitime, de savoir, quand on dit que le PFL est l'organisation numéro 2 mondiale, est-ce qu'on parle de parce que c'est eux qui ont les meilleurs combattants, donc du niveau d'adversité, ou est-ce qu'on parle plutôt de la promotion, de la qualité de comment dire? D'organisation ou de la fréquence, du show? Et en fait, bah, quand je me rends compte, je vous assure que c'est pas une blague, hein, ce que je dis, le roster de l'ACA est pour moi beaucoup plus difficile dans son ensemble. Je parle bien dans son ensemble, si on prend KT par côté, beaucoup plus disputé que certaines catégories du PFL. Et C'est marrant, on en parlait justement avec Nico de ça, on comparait le classement de la CA. Après, la CA, en fait, enfin, la problématique pour le grand public, c'est que c'est vraiment délocalisé dans les pays de l'Est en Russie. Et c'est vraiment des affrontements, comment on dit franco-français en Russie? ouais, il y a russophone. T'as dit russophobe, t'as dit russe. Non, russophone. Mais ce que je veux dire, il y a aussi pas mal de Brésiliens qui vont là-bas. C'est souvent soit des Brésiliens, soit des Russes, ou du moins des pays de l'ex-URSS, quoi. Mais vraiment, c'est solide. Je vous assure, c'est très fort. Et en tout cas, ça montre quelque chose. Et là, tu pointes du doigt quelque chose. En réalité, si c'est le PFL qui est vraiment numéro 2 et c'est une question qu'on doit se poser, c'est ouf la différence Bah, entre le et encore une fois, ça rejoint ce qu'on va tous dire et OK, l'UFC, c'est pas les meilleurs payeurs, pas de problème. OK, l'UFC, si, ça, mais si vous voulez être une vraie star, une méga star et que vous voulez être reconnu comme le meilleur combattant du monde, c'est à l'UFC que ça se passe. La vérité, et ouais, non, je te rejoins. Je te rejoins, mais tu sais, en plus, le PFL, je trouve qu'ils ont différentes stratégies. C'est que tu as le PFL Europe. Et j'ai l'impression, en fait, que leur seul but et leur seul point de carrière pour Patrick, c'est mon question, hein.
c'est de ramener en fait le PFL à Bruxelles, en Belgique. Faire sold out, mettre des Français, mettre des Belges et mettre, on va dire, un match-up favorable aussi auprès de. Bon, alors, ça va être un petit peu ingrat de ma part de dire ça parce qu'il avait affronté Kevin Ducey juste avant Benson Anderson. Mais bon, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Et après, tu as le PFL Monde avec les Oumalata, ou quand tu avais les tournois, etc. Mais même les tournois, hein, ils ont. T'arrives pas en fait à suivre la fréquence. Comment est-ce que tu peux avoir le PFL de Bruxelles le vendredi et le PFL MENA le samedi ou je crois le dimanche tu vois, même avoir deux événements en fait de la même organisation, tu sais, faut suivre. Tu as des champions. Bon, après, je sais qu'il y a plusieurs tournois. Tu as le PFL Europe, tu as le PFL Africa, tu as le PFL MENA. C'est vrai que tu as du mal en fait à lire. Tu as du mal à lire, tu as du mal à avoir un vrai ranking, tu vois. Et je trouve ça dommage. Je me dis en fait, bah, c'est ce qu'on reprochait en fait aussi au RS, c'est que aujourd'hui, tu as Abdouragimov qui est quatrième, tu as Patrick qui est cinquième. Mais dans ce cas-là, soit Patrick il affronte le sixième, soit il affronte Abdul. Tu vois ou pas? Donc, En fait, il y a même 2 problèmes. Ouais, il y a plusieurs problèmes. Déjà, dans le ranking, quand j'ai vu que Doumbé rentrait dans le ranking, je pensais que c'était un ranking PFL Europe. Ensuite, j'ai vérifié et comme toi, je suis arrivé en fait sur le fait qu'il y a qu'un ranking au PFL, c'est le ranking du PFL. Et il y a pas de ranking, en fonction des types d'organisations. Maintenant, c'est important de préciser au grand public, de base, le PFL Europe, c'était pour faire émerger les stars européennes, pour prendre le meilleur de ces stars et les emmener sur les PFL classiques. De la même manière, ils ont fait le PFL MENA, c'est pour toucher le public du Moyen-Orient et de faire émerger de cette scène le meilleur combattant du Moyen-Orient et ensuite de l'intégrer dans le PFL classique. Et il faisait exactement la même chose au PFL Africa. Et pour attirer tous les prospects, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en place ces fameux tournois à 100 000. Voilà, c'était l'idée, c'était fait et c'était pas mal sur papier. Et derrière, s'ils gagnaient ces 100 000, bah, ils étaient intégrés dans les fameux tournois à 1 million. Bon, aujourd'hui, la stratégie, et c'est là que j'ai du mal à comprendre, c'est que on arrive à mettre dans le PFL ranking classique des gars qui n'ont combattu que sur les PFL Europe, MENA ou autres, et on les met dans les rankings PFL classiques. Sauf que, en fait, à la fin, tu regardes le PFL, le ranking du PFL, et tu t'aperçois quoi? Bah, que les gars, ils sont quatrième ou cinquième et qu'ils n'ont jamais affronté personne de ce classement. Et en fait, c'est aussi ça l'erreur comment dire, du PFL, c'est qu'à la fin, tu as un classement dans lequel personne ne s'est affronté. C'est-à-dire que si je prends Abdul, il a affronté personne du top 10. Patrick, il a affronté personne du top 10. Cédric Doumbé, il a affronté personne du top 10. Et c'est ça que je trouve un peu dommage. De la même manière, si je regarde aujourd'hui, Tadjan, il a affronté personne du top 10. Alors oui, on a eu le PFL a perdu certains combattants depuis peu, mais quand même, la KT des 70 au PFL, elle a pris cher et là, je vois bien qu'il y a un problème de profondeur dans le ranking et surtout un problème dans la manière dont les rankings se font. Et on se souviendra aussi que Taylor, à un moment donné, après sa victoire, il est deuxième. Il ne combat pas, on passe quatrième. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. ouais, vraiment, ouais. Bah, après, en tout cas, ouais, pour voilà ce que tu as dit, en fait, j'ai vraiment moi, juste l'impression que, en fait, ils développent le PFL MENA et ils font combattre tous ceux qui sont d'origine arabe, des Émirats arabes unis, etc. Tu as le PFL Afrique où ils font combattre bah, tous ceux qui sont d'origine africaine sans vouloir chercher à les développer à l'international. Ça, pour moi, c'est vraiment leur stratégie. Et comme pour le PFL Europe. En fait, c'est pour moi, le PFL Europe, en fait, c'est l'équivalent au Bellator Europe, mais je crois que ça a été aussi racheté, c'est le même staff. Et à l'époque, quand on remonte un peu plus loin, c'était aussi le Bama, tu vois. Bon, bah, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes plateformes de. Donc voilà. J'espère en tout cas que ça pourrait changer. En tout cas, si on pourrait avoir des affrontements entre Abdul, Patrick. Et il y a une chose que je ne comprends pas, c'est que de ce que je vois en fait sur Twitter, parce que Twitter, ça se passe, voilà, il y a beaucoup ça parle beaucoup MMA là-bas. C'est que les gens sont persuadés que s'il y a un affrontement entre Cédric Doumbé et Patria Biora, les gens sont persuadés de la victoire de Doumbé. En fait, je n'arrive pas à concevoir comment on peut. Enfin, là, aujourd'hui, dans le MMA, en 2026, je pense qu'il faut mettre de côté aussi la carrière de Doumbé au Glory. Enfin, ça fait partie de sa legacy, mais dans la performance, si je me trompe pas, il est quoi? Il a 5 ans aujourd'hui.
Ouais, il doit avoir ça, ouais, ça doit. Il a 5 ans par carburant, il habite 0. Il a plus d'expérience qu'en le veuille non dans le MMA. Pourquoi? Parce qu'il a aussi son passif amateur. Aujourd'hui, on a Doumbé qui est quasiment absent. Même sur les réseaux, on le voit beaucoup, beaucoup moins qu'avant, pour certaines raisons, et cetera. Comment est-ce qu'on peut être sûr de la victoire de Doumbé, sachant que, bah, depuis 2 ans, on l'a plus vu combattre et on sait que c'est en combattant qu'on progresse? Et j'ai l'impression que parfois, en fait, Doumbé, on le met sur un piédestal, en fait, en termes de MMA. Vraiment, c'est vraiment l'impression que j'ai. On peut pas le sous-coter parce que ça reste quand même un athlète, de très haut niveau, mais je trouve qu'il est surcoté parfois, à entendre parler, après je sais pas si c'est des puristes, parfois, qui en parlent ou si c'est vraiment, on va dire, des footix du MMA qui le surcotent. Donc voilà, c'était juste, un Moi, je pense que c'est comme tu as dit, c'est sa légende en boxe thaï. Après, c'est aussi K1. et ouais, en K1, ouais, c'est aussi au Glory, c'est aussi les performances qu'il a pu faire, notamment contre Zebo au PFL. Quand on voit la trajectoire de Zebo, on se dit: «Waouh, incroyable». C'est, c'est cette défaite en demi-teinte contre Bessengour. C'est plein de choses qui font qu'il y a quelque chose autour de Doumbé et le personnage. Maintenant, là où je suis d'accord avec toi, tu vois, c'est comme les gens qui pensent que Conor, il pourrait battre n'importe qui encore aujourd'hui. Bon, j'ai du mal, si aujourd'hui Conor, il combat pas à 77 kilos, et encore, hein, je pense que ça va être très difficile pour lui, mais si le combat ne se fait pas à 77 kilos contre le plus petit des 70 kilos, Oliveira, pas Oliveira, Max Holloway, qui a un vrai 66, bah, il y a pas un monde où Conor il peut gagner. Il sait très bien ce qu'ils font, ces gars-là. C'est des gars qui prennent les match-ups dans les conditions les plus favorables pour tenter de gagner quelque chose. Mais voilà, je pense que les gens, ils s'endorment un peu sur leur légende et ils en oublient la réalité des faits. Ouais, c'est ça. Du coup, on a encore 2 sujets à traiter et l'avant-dernier, c'est, la Hatch Academy, le DNA Management, donc le management de Hatch, dont Hatch, qui, en ce moment, on utilise un petit peu. Déjà lors du PFL Bruxelles, il s'était passé sur RMC et Hatch nous avait dit, enfin avait dit s'est exprimé en disant que d'ici un mois, on aura la signature définitive et entre temps, on voit des petits posts. Donc là, le dernier en date, qui date d'il y a 2 jours, c'est Perfect Scenario. But not, bon après c'est de l'anglais, je vais pas lire l'anglais et en gros, il y a marqué septembre 2026 et voilà, c'est un visuel qui a fait parler. Je vais le mettre à l'écran où on voit, Hatch en train de faire une poignée de main à Dana White et en gros, il a remis le même post avec, celui mais je ne retrouve plus le post. C'est le président en fait du PFL. Ouais, du PFL, ouais. Moi, ce que je peux te donner mon avis? Allez. Je pense, c'est que Hatch, il sait déjà ce qui va se passer et 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 il fait genre. À chaque fois, il nous fait croire que, Saladin, il va pouvoir signer à l'UFC ou il est à 2 doigts de signer à l'UFC ou qu'il y a des discussions avec l'UFC. Mais ça se trouve, ça se trouve, l'UFC, il calcule même pas. C'est-à-dire, ça se trouve, ils lui disent en gros, hein: «Bah, nous, Saladin, la seule chose qu'on peut lui proposer, c'est peut-être possiblement de passer sur un 40+40 ou un 30+30 ou». Vas-y gars, attends, excuse-moi, Même dans le max des max, on peut lui dire: «Vas-y, 60+60», tu vois? On va dire. Mais je pense que l'UFC, ils iront pas au-dessus dans le sens, ils savent que c'est la meilleure organisation au monde, ils savent qu'ils peuvent faire de Saladin une véritable star et ils savent aussi que si Saladin gagne ses 2 prochains combats à l'UFC, potentiellement, après, c'est des millions que Saladin pourrait engranger à l'UFC. C'est comme ça que ça marche à l'UFC. mais Mika, attends, excuse-moi de te couper. On va me le reprocher, mais tu sais, j'avais vu une interview de, Lawson Keita et de ce que j'ai cru comprendre, c'était qu'il était sur une somme à 6 chiffres. Ouais, bah, peut-être, tu vois? Peut-être que si est-ce que c'est une somme à 6 chiffres en flat ou est-ce que c'est s'il y a le win bonus? Je vais me renseigner, ouais, je vais Mais ce que je veux dire, c'est que clairement les prétentions salariales que l'UFC pourront donner à Salah, elles iront jamais au-dessus de ce que Salah a déjà touché dans d'autres organisations. Ça, c'est évident, voire seront largement inférieures. Donc ça, c'est la première chose et je pense que Hatch et Salah, ils sont encore jeunes. Il sait qu'il a encore au moins 5 ans à très haut niveau, au moins et je me dis, tu vois, Salah, il a un rêve, c'est la boxe anglaise et il l'a toujours dit. Je me dis qu'aujourd'hui, il y a des organisations comme le PFL qui pèsent beaucoup moins, qui sont en perte de vitesse. Tu as des orgas comme le MVP qui ont envie de se faire un nom et eux, grosso modo, ils sont en train
de faire un tapis rouge à Salah en lui proposant des vrais trucs. C'est ce que je pense, hein, du type, viens au PFL, on te signe, tu pourras combattre en boxe anglaise quand tu veux. Tu pourras même, si tu le désires, combattre, par exemple, au MVP s'ils organisent une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, on te donnera l'autorisation d'y aller. Peut-être même que le PFL lui dit: «Bah, nous, on te signe que des one shot, mais si tu veux combattre 3 fois dans l'année, bah, je te ferai 3 one shot dans l'année» et du coup, ils avancent comme ça, tranquillement, petit à petit et sur des one shot, jusqu'au jour où peut-être un jour, ils se diront: «C'est bon, maintenant on a assez palpé et on va aller chercher l'héritage sportif». Mais je suis même pas sûr que ce soit une volonté. Je pense réellement que leur volonté, c'est de continuer comme ça et de construire la carrière. Après, en tout cas, sur la sur le visuel, c'est marrant parce qu'il y a marqué Road to the UFC title, first fight, Poirier, second combat, Max Holloway, troisième combat Conor et title fight avec Topuria. En gros, c'est ce qu'ils ont mis. Ah, là, il est millionnaire au moins. S'il fait ça, là, tu peux être sûr qu'il est millionnaire. Ah, la sortie, là, il est millionnaire. En tout cas, voilà, c'est, avant tout, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais est-ce que si, il signe au PFL, est-ce que tu es déçu ou pas? Déçu de quoi? En tant que spectateur, je suis déçu. Saladin, j'ai envie de le voir, avoir cette ceinture autour de la taille. Je le dirai toujours, c'est mon ressenti personnel. En termes de performance, j'insiste, il y a pas photo. BSD numéro 1 des 70 kilos, toutes, heu, générations confondues, des 70 kilos en France, BSD a le plus performé. Faresiem numéro 2, voilà. Numéro 3, Saladin Performance. Mais tu disais pas ça la semaine dernière. Non, mais tu vois, vous mentez, vous voulez pas comprendre ce que je dis. À chaque fois, c'est incroyable ce que je dis. Les gens, ils veulent pas comprendre ce que je dis. Putain, ça sort de ta bouche. En termes de performance sportive, en termes d'accomplissement sportif, BSD numéro 1, Fares numéro 2, Saladin numéro 3. Mmh. Maintenant, je suis persuadé que le meilleur combattant 70 kilos, mais ça, c'est mon intime conviction et il y a personne qui va me le retirer. Maintenant, ça débat. On peut me dire que je suis un fou, qu'il a pas prouvé face au très haut niveau et cetera. Je pense que Saladin est le meilleur combattant 70 kilos. Mais Mika, attends, juste, Mais ça n'engage que moi. non, mais ça n'engage que toi. Mais Mika, toi qui étais combattant, c'est là où, en fait, j'arrive pas à comprendre ta logique. On peut pas, en fait, être basé sur la spéculation. Non, mais parce que je l'ai eu dans les mains. Il y a pas de Je l'ai eu dans souci. je sais et je te dis, je l'ai eu dans les mains, je sais comparer. Maintenant, ça reste Mais Mika, mais voilà, mais mais comment est-ce que tu peux éduquer le non, tu peux pas dire ça, toi. non, mais attends, je peux continuer. Je l'ai eu dans les mains, donc voilà. Deuxième chose, je vois même s'il affronte des gars qui sont top 100 mondiaux, je vois comment il les bat. Il se contente pas de les battre, il les fracasse. Gros, la Non, mais vérité. Mika, regarde. Et je suis pas sûr. En fait, c'est ça la différence entre un Saladin et un BSD, par exemple. L'une des différences, c'est que BSD, on voit bien, encore une fois, j'insiste, top 5 mondial, il y a pas photo. Sauf que, par exemple, tu mets un 150e mondial à BSD et un 150e mondial à Saladin, même si les 2 vont gagner, il y en a un qui va le gagner d'une manière beaucoup plus nette, précise. OK, Parce mais c'est Mika, c'est pas un fait ce que tu dis, c'est de la spéculation. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. en fait, écoute ce que je te dis. Écoute, s'il te plaît. En fait, c'est une question de style. Le style de Benoît Saint-Denis, c'est un arracheur de tête. Donc du coup, en fait, un arracheur de tête, il peut arracher tout le monde et on le voit bien, il est numéro 5 mondial. Donc OK, Mika, attends, juste un non, non, je veux pas t'écouter. Tu abuses. Viens, tu vas sur le site de l'UFC, OK? Ranking des poids légers, champion Ilia Topuria. Ancien champion Islam Makhachev. Champion intérimaire Justin Gaethje, OK? Qui est numéro 1. Deuxième, Arman Tsarukyan. Troisième, Charles Oliveira. Quatrième, Max Holloway qui va affronter Conor. Cinquième, Benoît Saint-Denis. Mika, tu vas sur le tapologie de Benoît Saint-Denis. oui. Matt Frevola, Thiago Moises, Oui. Mauricio Fils, Belay Dariush, Dan Hooker. Où est Saladin dans ces classements? Si demain, dans 20 ans, Mika, dans 20 ans, allez, tout le monde a pris sa retraite, Saladin n'a toujours pas signé à l'UFC. Qu'est-ce qu'on va retenir de sa carrière? Aujourd'hui, un Zinedine Zidane, qu'est-ce qu'on retient? Je ne sais pas s'il a dû avoir des ballons d'or.
Je sais pas s'ils ont dû avoir des chanteurs, hein. Zidane, il a plus de ballon d'or. Je sais non, mais je sais pas, Comment tu sais pas, wesh? je suis pas le foot. OK, Zizou, il a eu le ballon d'or. Coupe du monde 98, ils l'ont pris. La 2006, il met le coup de boule à Materazzi, j'étais là. OK, Ligue des champions, ils ont montré que le Real Madrid à l'époque. Bah oui. Voilà, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient? On retient ce qu'il a construit dans sa carrière. Bah, Mario Balotelli, j'ai vraiment très peu de connaissances dans le foot, mais je sais que c'était un magicien du foot, il était fort. Aujourd'hui, où est-ce qu'il joue aujourd'hui? ouais, déjà, écoute, il y a pas de problème, Maybe. Non, mais je te pose la question. Parce qu'en fait, c'est la spéc non, mais Mais parce que tu viens me chercher sur quelque chose que je n'ai mais pas du tout. Mais j'ai même pas parlé de ça, moi. en fait, tu dis ça, mais je suis archi d'accord avec toi. C'est pour ça que je vais pas aller à l'encontre. Oui, mais Mika, en fait, en tant que combattant, tu sais, tu un rôle d'éducateur, tu sais? Et en fait, comment est-ce que tu peux te baser sur des spéculations Mais et sur des faits qui n'existent pas? tu vu, tu es un drogué, tu te drogues. Je viens de dire je viens de dire je viens de dire, thème performance. Oui, mais après, tu as mis un autre classement qui n'existe même pas. C'est ça que je comprends pas. C'est pas que j'invente. J'ai dit, en termes d'accomplissement sportif, numéro un, Benoît Saint-Denis, numéro 2, Fares Ziane, numéro 3, Saadine Parnasse. À date d'aujourd'hui, si leur carrière à eux 3, elle s'arrête, qui a accompli le plus dans ce sport? Benoît Saint-Denis. Point, ça s'arrête là. C'est point. C'est lui, aujourd'hui, le meilleur 70 kilos en termes d'accomplissement, euh, toute génération confondue en France. Donc ça, je l'ai dit, je te le redis. Hein? Maintenant, tu me demandes, je te dis, je pense que le meilleur combattant à 70 kilos, c'est Saladin Parnasse actuellement. Mais ce n'est que mon ressenti. Non, mais Mika, ça, je l'entends, mais ça, c'est des choses que je te dis pas que tu dois garder pour toi, mais en toi, Michael Lebou, Et- qui a dépassé les 40 combats, tu vois, tu as un rôle dans le MMA et tu peux pas te baser sur non, mais pour moi, tu peux pas mais quand même, j'ai le droit de donner un avis. tu as le droit de donner un avis, mais on s'est dit de baser notre avis sur la performance avant tout et Mais, sur ce qu'on vend pas sur ce qu'on vend sparring. bien- mais je vous donne mes deux visions. Je vous donne ma vision factuelle sur la base des accomplissements. Voilà ce qui se passe. Maintenant, comme je t'ai dit, sur la base de ce que je vois, sur la base d'opposition, de la qualité de l'arsenal comment dire, de Saladin, sur son capital santé, sur son âge, sur son explosivité, sur tout ça, aujourd'hui, je préfère avoir le bagage technique d'un Saladin que le bagage technique d'un BSD. C'est tout. Après, BSD, il a un côté martial qui est indiscutable, indiscutable. Mais c'est comme ça que je vois la chose. C'est Non, OK, écoute, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mika, donc dernier sujet à traiter, ce week-end, on a eu, le retour de l'UFC Fight Night. On va s'intéresser, à Faresiam. Faresiam qui sera de retour, dans la cage contre, Tom Nolan. Voilà, la semaine dernière, on avait dit qu'on était assez déçus, oui, ou surpris du match-up parce que, beh, Fares est 14e actuellement, dans le ranking UFC. Là, il affronte, un athlète qui nous vient de base des Dana White Contender Series et qui est classé sur Fight Matrix 120. Donc on voit qu'il y a une énorme, voilà, une énorme différence, de ranking. Maintenant de ce que j'ai entendu de Fares, c'est qu'il a demandé à affronter, Fiziev, Gamrot et que l'UFC ont tout simplement refusé et en parlant avec son manager Abdelaziz, il lui a clairement dit que l'UFC avait juste Tom Nolan à lui proposer et que c'était le seul qui était disponible. Donc, Tom Nolan, c'est un athlète qui a signé, depuis les Dana White Contender Series, qui est sur 3 victoires consécutives et qui a 5 combats à l'UFC pour 4 victoires. Assez déçu, moi maintenant techniquement, pour être objectif, je vois Fares devant, même si on a quand même, on va dire, des similitudes, au niveau du striking. Et qu'est-ce que tu en penses de ce combat? Et en tout cas, on espère, même s'il faut qu'il se concentre sur ce combat-là, parce que voilà, un combat, ça reste un combat, mais le voir aller prendre, des plus gros noms derrière après ce combat. bah, c'est pareil. Après, Fares, forcément, on est déçu. C'est-à-dire que maintenant, Fares, selon moi, hein, il a appris son métier ailleurs. On le voit dans la cage. Je pense que l'UFC, enfin, il a commencé à se libérer, que le chaos contre Matt Frevola est quelque chose qui l'a libéré derrière. J'avais bien aimé son combat contre Mike Davis. J'ai adoré son combat contre Sadikov.
voilà, on a un Fares qui est beaucoup plus, détendu. On espérait le voir contre un top 15. Le voir prendre, Tom Nolan, c'est selon moi effectivement quand tu regardes un peu le classement de Top Nolan, bah, tu vois qu'il est presque 120e, sur Fight Matrix. Faresihem lui, je crois qu'il est 50e ou même, je vais pas dire de bêtises, je vais aller vérifier, mais il est bien mieux classé que lui. Heu, Bah, on attend mieux. Aujourd'hui, on attend mieux. S'il a signé à l'UFC, c'est aussi pour se confronter aux meilleurs et je crois que son heure est venue de s'affronter contre les meilleurs parce qu'en plus, quand tu affrontes ce type de gars, bah, tu peux vite créer une, contre-performance et tu repars sur un tour, quoi. C'est une réalité, hein, faut pas oublier, hein. Ouais, ça, ouais, je te rejoins, ça, c'est la contrepartie du match-up. C'est vrai que ouais. Ouais, vas-y. Non, ce que j'allais dire, voilà, c'est pareil, tu vois? Ouais, il est 28e mondial, au jiu-jitsu, Fares. 28e Ah, mondial mais gars, tu sais, excuse-moi, mais pour moi, en fait, une fois que tu es dans le top 15, je regarde même plus, en fait, ce qu'ils mettent sur Fight Matrix. Parce que là, aujourd'hui, il est 14e quand même, Fares. Tu vois ce que et je veux dire? non, non, mais tu vois et Tom Nolan, il est combien? 120e. 119e, excuse-moi. Et donc, tu vois, par exemple, Tom Nolan, pour donner une idée, il est moins bien classé que le dernier adversaire de Saladin Parnasse. Et ça tu vois ce que je veux dire? Même si ça veut rien dire, les oppositions de style, tout ça et tout, attention, hein, je sais très bien que ça veut rien dire. Mais quand on voit la facilité avec laquelle Saladin s'est débarrassé de son ancien adversaire, ça va être intéressant de voir Fares comment il se débarrasse de Tom Nolan. Même si encore une fois, ça veut rien dire, hein. C'est des oppositions de style, c'est plein de choses comme ça. Maintenant, c'est pour la carrière de Fares, c'est vrai qu'on en a marre qu'il affronte des gars comme ça. Et en fait, j'ai peur qu'à un moment donné, ça devienne comme un Dariush qui va avoir 14 victoires de suite et à la fin, il sera trop vieux pour aller chercher la ceinture. Non, c'est vrai qu'une première Fares, il l'a mis, c'est tout jeune. Ouais, il a vendu 9 ans. Mais en fait, le bon côté des choses, Mika, moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, tu sais, à un moment donné, quand il était en pleine ascension, Sean O'Malley, il disait qu'il n'affronterait pas de top 15 tant que son contrat n'a pas changé. Et c'est là où des fois, je me dis que le move, il peut être intelligent. Ça veut dire que, je sais pas, Fares, à l'époque qu'on l'avait eu, je crois qu'il y a peut-être 2 ans, 3 ans, il avait été très transparent. Et sur un combat, je crois que c'était après, tu sais, Claudio Puelles à l'UFC Mexico, je crois qu'il me disait, vous pouvez vérifier en tout cas, le podcast, il est toujours disponible, qu'il était à 40 plus 40. Ok, là, on sait qu'il a renouvelé le contrat, donc forcément, c'est revu à la hausse. Imaginons qu'il a 150, 100 000, 150. Ok? Pourquoi aller prendre un top 15, un cinquième pour 100 000, sachant qu'on peut prendre un mec moins classé, qui peut être aussi fort, mais qui est généralement, on va dire, moins fort, qui a toutes ses preuves à faire pour la même somme. Après, maintenant, la contrepartie, c'est de contre-performer et de perdre beaucoup de place parce que, voilà, c'est aussi la contrepartie. Maintenant, je me dis, ça peut être à move intelligent, ça lui fait prendre de l'expérience. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'agace un petit peu, mais on voit que là, aujourd'hui, Fabrice, il a atteint une maturité physique qui est incroyable, je trouve. Ouais, ouais, ouais. On voit qu'ils sont trop des meilleurs. Il avait fait le camp complet de Justin Gaethje et on sait que ça, c'est vraiment beaucoup d'XP dans la carrière d'un combattant, surtout d'un jeune combattant qui va aider Justin Gaethje, qui finit derrière à gagner la ceinture intérimaire et qui le remercie en disant que voilà, c'était un dur à cuire. Aujourd'hui, on voit qu'il est aussi connecté avec, comment il s'appelle, le head coach de Gaethje, Trevor Whitman. On voit qu'il a passé un step-up. Vraiment, on voit qu'il a passé un step-up et c'est là où je suis assez confiant pour lui, bah, face à son prochain adversaire. Après, stylistiquement, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes. Tu sais, il est assez Nakamura, Tom Nolan. Il est quand même généreux tu sais, dans sa manière de boxer. Il est assez créatif, tu sais, des coups de pied retournés qui partent, des coups de coude retournés, des genoux en sortie clinch. Donc, il va falloir quand même être prudent. Il est gaucher. Fares aussi, ça reste un striker avec un beau clinch, avec des belles productions de judo parfois. Mais je trouve qu'en cas, voilà, en termes de maturité physique, j on avait remarqué ça et quand j'ai écouté sa dernière sortie médiatique, il dit que maintenant il a intégré 4 repas physiques par semaine. Donc c'est pour cela qu'il a vraiment passé un cap sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà, en termes de maturité, en termes de gestion de combat, en termes d'expérience, normalement ça devrait être un tout droit pour Fares et il espère en tout cas vraiment avoir, un nom juste après cet homme Nolan et en tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite.
Ouais, pour moi, de toute manière, Fares aujourd'hui, vraiment, je le mets au même stade que, tu vas me dire aussi, peut-être je suis un fou, mais je le mets vraiment dans la même lignée que Mauricio Ruffi, Kylian Salkilд et Fares Ziam. Pour moi, c'est les 3 que je mets, au même niveau, c'est-à-dire 3 gros potentiels qui sont vraiment capables de venir bouleverser le haut de la catégorie. Maintenant, c'est sûr que Ruffi, il a pris un peu d'avance, notamment sur le fait que, bah, il va combattre à la Maison Blanche, donc forcément ça joue pour lui. Mais voilà, j'ai hâte de voir, la suite dans cette catégorie parce que, il y a du lourd et j'ai hâte de voir, Fares ce week-end et j'espère qu'il va ultra performer et ça sent bon en tout cas pour le voir, en septembre sur Paris. Vraiment, je pense que s'il fait une belle perf là, il y a de fortes chances qu'on le revoie, sur la carte à Paris. Bah, ouais, c'est vrai, juste pour parler de ça rapidement, je pense moi, hein, c'est mon avis, mais qu'on peut voir, Oumar Sy sur la carte de l'UFC Paris. Heu, Morgan, je crois que c'est officiel, parce qu'il a mis Il UFC a Paris en septembre, on a du boulot. Wesh aussi, à mon avis, C'est ça. Delphine, Bah, faut qu'elle fasse, enfin allez vas-y, commence pas. Souris voir, souris. non, je te jure, j'ai rien dit. Mais regarde, si elle est si non, mais si elle est qualifiée, il faut qu'elle fasse la finale du TEF, d'abord. Tu sais, moi, mon soupçon, c'est que la finale du TEF, elle se fasse sur l'International Fight Week. OK. Moi, je pense Ouais. qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit sur la carte UFC Paris en septembre. Ah mais d'abord, il faut valider la finale du TEF. Bah, écoute, moi, je pense que Mais du coup, tu me dis quelque chose que je ne sais pas. bah, je sais pas, je sais jamais sûr, tu connais, mais Envoie-moi un petit message en secret et je t'inquiète, je balance oui sur et si je devais mettre un petit pourcentage, je mettrais un bon 95. mais du coup, est-ce qu'il y aura la finale du TEF? Non, je crois pas. Pourquoi? Moi, bah, en tout cas, pour moi, et pour qu'elle signe à l'UFC, il y aura pas de finale du TEF. OK, Ou alors que ça sera ou alors ça sera peut-être sur la carte justement de l'UFC. ça me paraît long quand même. Après non, ah non, on est déjà en juin, hein. Bon, ouais, OK, bah, écoutez, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mika, on est tout bon. on est tout bon, Ibi. 1h14, on se couche tard pour le peuple. Mama. Bon, on se voit la semaine prochaine. Merci à tous. Tu veux peut-être nous parler de ton, du camp que vous faites là à Montpellier? Ouais, mais c'est au mois d'août, donc exactement, je vais en parler. Il y aura un camp de MMA à Biarritz, donc c'est pas à Montpellier, hein, c'est à Biarritz. Par contre, c'est géré effectivement par la bonne école où JB Shelby, vous les contactez direct sur Instagram, ils vont donner tous les détails. C'est 5 jours, 4 nuits, c'est du 10 au 14 août. Ça s'appelle le Biarritz, Camp 2026. Il y aura plein d'autres combattants, il y aura Jimmy Vienno, il y aura Laïd Zeroni, il y aura même, Amin Ayoub. Donc on vous attend nombreux. Allez, peut-être que je serai de la partie, moi je serai dans le sud en plus à cette période donc Bah, écoute, tu seras le bienvenu. allez, salut à tous, merci. Ciao. C'est quand pour des films? 2. C'était au ça va? Attends, je regarde si tu enregistres. C'est bon, j'arrête. Je coupe.